à Kinshasa. Enfin, le vrai modérateur qui s'intéresse aussi à la présidentielle tout en promettant de saisir l'Union africaine. Jean-Pierre Bemba tacle Félix Tshisekedi. Madame et messieurs, on va rapidement prendre le premier thème, puisque Moussangana, vous avez ouvert le bal. Je commence par vous. On va commencer un peu par la rentrée scolaire. Nous l'avons constaté, la rentrée scolaire à Kinshasa, elle était un peu timide, comme d'ailleurs lors des années passées. Mais une particularité pour cette année, c'est que dans l'est de la RDC, une bonne partie d'élèves n'ont pas commencé l'école à cause justement de la maladie Ebola. Oui, c'est normal. Vous avez cette épidémie meurtrière doit faire peur à tout le monde, surtout à l'est du pays. Il faut dire que c'est vraiment la nature qui s'acharne sur nos compatriotes de l'Est, en plus de ce qu'ils connaissent comme affres de groupes armés, des exactions, même de l'armée régulière et consorts. Et puis on lui ajoute encore Ebola. Je voudrais dire que c'était vraiment un acharnement de la nature sur nos compatriotes de l'Est. J'ai vraiment la compassion, une pensée pieuse pour ses compatriotes. Dieu merci, selon les récentes nouvelles du ministère de la Santé comme de l'OMS, il semble que l'épidémie est en train d'être contenue. Il faut vraiment que cette tendance-là persiste afin quand même que nos frères de l'Est connaissent une vie normale. Alors même ici, à Kinshasa, la rentrée a été respectée, en tout cas. Oui, depuis la chandelle au ministre de l'EPSP, hein, on a constaté cette régularité. Avant, la veille de la rentrée scolaire, c'était des mouvements, des grèves qui allaient jusqu'au même au mois mi-septembre. Oui, là, vous avez dit que, bon, écoutez, le rendez-vous a été respecté. Les écoles ont ouvert, mais vous dites que cette rentrée était timide. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que les parents des élèves ne sont pas prêts à envoyer leurs enfants à l'école. Pas d'argent pour payer le Minerval, pas d'argent pour payer les fournitures scolaires, comme autre chose qui entre quand même dans les packages l'éducation des enfants. Donc c'est là, c'est de notre quoi? Dénote la crise que connaît le pays et que il faudrait que les gens en prennent conscience de telle manière que cette crise-là se termine un jour et qu'on commence à poser le jalon vraiment de la reconstruction du pays. Donc je pense que l'occasion sera donnée à la population de voter dans 3 mois, je l'espère, et il faudrait que la population sache qui elle va voter. Elle ne va pas voter parce qu'on m'a donné un t-shirt, un pagne, un verre de bière, un verre de haricots et comme ça. Mais il doit voter pour les gens qui ont réellement du projet pour répondre à sa demande, à ses demandes, si je peux dire ainsi, et des gens qui ont certaines valeurs intrinsèques. Voilà ce que je demande. Merci beaucoup. Alors, rapidement, Soleil, Kaya, bonsoir et bienvenue une fois de plus. On commence un peu par cette question, la rentrée scolaire. Moussangana l'a dit, hein, les parents ne sont pas prêts. Alors moi, est-ce que ça ne remet pas en surface la problématique, voulais-je dire, sur la prise en charge de l'État, la gratuité de l'enseignement, justement? Oui, ça devient une utopie, hein? Ça a toujours été une chimère. Ça, vous le savez, toutes les promesses faites par l'autorité depuis des années. Je prends l'exemple de Joseph qui a déjà fait un mandat. C'est vrai, il a fait pratiquement 20 ans aux affaires. Les promesses ont été faites pour l'enseignement, ne fût-ce qu'élémentaire, qui devait être gratuite. Et pourtant, dans d'autres pays alentours, c'est totalement gratuit. Ce que moi, je voudrais, que de continuer à faire ce survol sur les observations constatées par tout le monde, par le congloméré de Montaigne. Ça a toujours été par toutes les rentrées, tout était timide, quelques temps après, ainsi de suite, les parents se plaignent, même les syndicats sont debout à gauche, à droite pour plaider la cause des enseignants et consorts. En fin de compte, les choses finissent par aller tant bien que mal. Et on finit de la manière que ça se termine toujours, comme on le sait. On n'a pas trop entré en profondeur à ce sujet. Mais ce que je voudrais, dès aujourd'hui, c'est que nous fassions désormais
un journalisme participatif, plutôt qu'un journalisme d'observation. Nous nous mettons dans des critiques. D'ailleurs, ce qui m'a beaucoup plus intéressé ici, c'est quoi? C'est mon confrère en face a déjà parlé des projets. Il a grignoté, en termes d'élection, tout en partant de la question que vous avez posée concernant la rentrée qui est timide. Il est enfin tombé sur le fait qu'il faut sensibiliser la population pour qu'elle sache qui voter, quel projet voter. C'est normal. Mais encore faut-il savoir quel projet jusque-là, je ne trouve pas un seul parmi tous les candidats tels qu'ils sont là. Très bien. Alors rapidement, puisque vous parlez déjà des projets, moi je vais entrer rapidement dans le premier thème. Merci. Je vais vous passer la parole. Aujourd'hui, on parle de ce scandale, énième scandale, je voulais dire, cette fois-ci s'agissant de la Commission électorale nationale indépendante, où 40% des marchés de la Commission électorale nationale indépendante, justement, passent de gré à gré. C'est une dénonciation de l'ODEP. Merci pour la question. À cela, moi, j'aurais souhaité répondre pas de manière tout à fait habituelle. Allez-y. La routine. C'est que je voudrais sortir vraiment du lot commun, une présentation de l'attention, de l'impression du journaliste tout à fait autrement désormais. Ouais, tous ces marches tels que ça s'est fait aujourd'hui, c'est comme à l'époque de Mobutu. Mobutu, tout était dans sa poche. Avec le parti politique, le parti... Donc on n'a pas évolué, hein, 17 ans après. Rien, ou 34. Disons 60 ans après l'indépendance. Très bien. Parce que rien n'a évolué. C'est ici que je reviens toujours à la technique qu'il a soulevée ici. Ce qui est beaucoup plus intéressant, le projet de société. Tous les candidats présidents des villes qui sont ici, personne n'a qu'un projet de société qui puisse réellement sauver le pays. Kabila a promis avec les 5 chantiers ici, jusqu'à la réforme de la modernité. 20 ans après aux affaires, rien n'a marché. On n'a même pas l'eau et l'électricité dans les quartiers. Très bien, alors revenons un peu au sujet. Comment comprendre que la Commission électorale nationale indépendante, qui est une institution indépendante d'appui à la démocratie, ne va pas évoluer, ou autrement va évoluer à l'encontre des dispositions qui existent. La CENI en principe servait la loi sur la passation de marché, mais la CENI passe outre. Comment s'explique un peu tout cela? Il n'en sera pas autrement. Il y a un rapport de l'ODEP. Il n'en sera pas autrement. Parce que tout, comme nous venons un peu de le relever, depuis 60 ans c'est pareil. Même si l'on objectait, on projetait, on faisait des objections maintenant là, en perspective que la CENI devait se composer, c'est comme le chien voit la caravane passe. Cela s'est fait depuis Mobutu, Laurent Désiré Kabila, Joseph aujourd'hui. C'est même après lui. Prenons le cas de son dauphin, Chadari. Quel projet? Je m'excuse beaucoup. Nous ne sommes pas là pour... désormais... Donc il se pose un problème de transparence dans non la seulement de transparence, mais plutôt des projets de société qui puissent sauver le pays. Très bien. Et qui puissent redynamiser tous les secteurs, notamment celui-là de passation des marchés. On ne parle que d'un seul secteur, sur le plan économique, gestion des finances et consorts. Vous comprenez? Il faut un projet de société qui insuffle le dynamisme de la chose politique et sociale sur tous les plans, afin que le peuple aspire désormais à un quelconque changement. Alors, ce projet-là n'est pas encore là. Même quand mon confrère ici parle invite la population à savoir qui voter, à quel projet de société, lequel jusque-là. Tout le monde parle de manière tout à fait vague. On ne sait qui voter. Merci beaucoup. Alors, Moussangana, bonsoir et bienvenue une fois de plus. Lorsqu'il n'y a pas transparence, il y a l'ombre de la corruption. Comment expliquer qu'aujourd'hui il y a un rapport officiel, je ne sais pas si c'est tombé sur la table du procureur général, un rapport qui accable justement la Commission électorale nationale indépendante, s'agissant de la passation de marché. 80% des marchés de la Commission électorale nationale indépendante passent de gré à gré, c'est-à-dire des individus qui s'échangent des pièces, des monnaies, etc. Une institution d'appui censée être indépendant et donner l'exemple à l'aube des élections. Est-ce que cela n'inquiète pas aussi les parties prenantes? Bon, disons que j'ai d'abord parlé ici, quand vous m'avez parlé de la CENI, de sa machine à voter, j'ai parlé de l'imposture. Et en parlant de l'imposture, j'ai dit que, et c'est là, c'est constate même sur le plan éthique, pour parler de la passation des marchés. Vous savez, Nanga observe ou a une démarche à plusieurs vitesses. Vous savez que pour arriver à faire qu'on prolonge, qu'on glisse, qu'on prolonge la date des élections, Nanga a inventé de toutes pièces quelque chose pour dire que non, voilà, parce que nous devons respecter la loi sur la passation des marchés, et pour cela, l'enrôlement
des électeurs, va prendre du temps, va aller au-delà du 27 juillet, plutôt novembre 2016, qui était prévu comme la date des élections. Donc, il a inventé cette histoire parce qu'il y avait un appel d'offres, il fallait suivre toute la procédure, toutes les étapes, et qu'on sort. C'est là faisait qu'on déborde du calendrier électoral et les élections ont été prolongées. Donc il y a eu ce qu'on appelait glissement. Mais pourquoi s'agissant... Pourquoi le même débat? Oui, pourquoi oui, le même Nanga qui a voulu nous initier à la bonne gouvernance, et le même Nanga aujourd'hui, devient le champion de la malgouvernance en évitant les appels d'offres dans le cadre de la passation de marché. Nanga aujourd'hui, il utilise le levier de marché de gré à gré. Et même cela, en reposant cela même... Et il dit que cela est bien mentionné dans la loi. Non, en reposant cela sur les mensonges. Prenons par exemple, s'agissant de la machine à voter. Nanga a dit ceci, que la passation de marché pour les machines à voter, c'est fait de manière régulière, suivant les articles 44 et 45 de la loi sur la passation de marché. Or, ces articles-là sont relatifs au marché dits spéciaux, c'est-à-dire que le marché... Les armes. Oui, c'est-à-dire que le marché qui ne dépend ni globalement, ni partiellement des marchés de gré à gré ou des marchés à appel d'offres. Donc ce sont les marchés qui sont relatifs à la défense nationale, à la sécurité et aux intérêts stratégiques de l'État. Or, les élections n'entrent pas dans ce cadre-là, dans ces trois spécificités énumérées par la loi, mais Nanga a dû utiliser ces articles-là pour justifier la régularité, pour justifier non plutôt l'irrégularité. En brandissant cela, est-ce que Nanga lui-même prenait les Congolais pour les dupes ou bien simplement... Et chose gravissime, Nanga va nous parler même d'un avis de non-objection qui a été émis pour ces marchés-là. Or, on sait bien que dans les marchés de gré à gré, on ne peut pas émettre un avis de non-objection parce que il n'y a qu'un seul soumissionnaire, alors que l'avis de non-objection, on l'émet quand on est dans un marché à appel d'offres où il y a eu plusieurs soumissionnaires, quand bien même il y a eu un attributeur après adjudication, ceux qui avaient aussi soumissionné peuvent formuler des recours. C'est dans ces cas que, après avoir examiné les recours de ceux qui avaient soumissionné, on va établir une attestation ou un avis de non-objection qui voudrait dire que voici le marché est définitivement attribué à tel et on peut commencer. Alors, vous voyez que dans tout ça... Donc, et quand Nanga parle du marché de gré à gré, le marché de gré à gré est régi par les articles 43 et 44 de la même loi sur la passation des marchés. Mais on ne respecte pas ça. Vous voyez, par exemple, il y a deux conditions pour appliquer pour le marché de gré à gré. C'est notamment le fait que cette entreprise-là ait une expertise avérée et que cette entreprise ait déjà travaillé dans l'État au pays. Quand on prend dans le cas de Miru System qui fournit les machines à voter, il n'a jamais travaillé dans ces pays. Par conséquent, on ne peut pas attester de son expertise avérée. Donc voilà un peu tout ça. Donc voilà un peu toute cette confusion. C'est-à-dire qu'on ne respecte pas. Mais il y a quand même contraste pendant que la République n'a pas d'argent pour fournir assez d'argent à la Commission électorale nationale. Les Congolais, puisque l'argent appartient aux contribuables, l'argent des Congolais, devraient voir cette transparence. Peut-on dire aujourd'hui que le procureur général peut ouvrir une action qui va dans le sens d'un audit? Mais il ne peut pas ouvrir dans le sens où ce que Nanga est en train de faire, est en train de contribuer à la victoire, ou peut participer de la victoire mais s'il y a corruption, justement. Mais écoutez, si vous avez suivi votre confrère Serge hier au kiosque, il a fait voir comment dans l'ordonnancement juridique dans ce pays, il y a eu le procureur de la Cour de cassation qui s'est contredit
avec le professeur, plutôt le procureur de la Cour constitutionnelle. Alors qu'il ne s'agit que de la législation congolaise. Donc voilà, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que c'est la loi du plus fort. Nanga aujourd'hui, il trouve qu'il est protégé, je ne sais pas par quelle force, qu'il peut faire ce qu'il veut. C'est pratiquement la délinquance. Très bien, merci beaucoup, Moussangana. Soleil, justement, je parlais tantôt de la corruption, mais je parle encore de scandale des plus. Après plusieurs scandales, on se souvient de l'affaire BG Fubank, toujours qui a accablé la Commission électorale nationale indépendante avec des comptes parallèles. Mais aujourd'hui, on nous parle encore de ce marché un peu flou. Est-ce que le procureur général de la République ne peut pas saisir la CENI aujourd'hui, ou bien on doit auditer finalement la Commission électorale nationale indépendante, où le problème il est global, comme vous l'avez dit simplement tout à l'heure. Heureusement, vous répétez les mêmes termes. Je vous dis, nous risquerions de tourner autour du pot avec des termes qui ne vont pas tout droit au but. Vous avez parlé de ce qu'il y a eu comme imbroglio à la banque, à FII Bank, ça vous le savez. Et aujourd'hui, c'est la même CENI qui répète les mêmes tares. Les mêmes crises. Donc Nanga est intouchable parce qu'il est président de la Commission électorale nationale indépendante, même s'il est établi clairement, ce que nous disons ici, c'est un rapport de l'ODEP, Office des dépenses publiques, qui établit clairement, je crois que le rapport est même sur la table du responsable décideur du procureur général, pourquoi Nanga ne peut pas être audité par rapport à tous ces scandales? Mais ce n'est pas pour rien. C'est parce qu'il n'y a pas de projet des sociétés politiques qui soient capables de répondre aux attentes. Alors, au-delà des projets de sociétés politiques, il existe un procureur général de la République, il existe un ministère de la Justice. Quand même, Nanga, on devrait avoir un œil regardant sur lui, parce que c'est lui qui organise les élections. Non, il s'agit de l'argent de l'État qui se volatilise. On dit la justice au nom du président de la République. Très bien. C'est ça, c'est l'homme qui a le projet de société. Et si son projet de société n'est pas de nature à répondre à tout ça, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. C'est pour ça qu'il ne prendra aucune initiative. Et même s'il ne prenait aucune initiative, ça ne va pas aboutir. Combien de commissions ont-ils été mises en place, ainsi de suite, pour voir comment, au terme des enquêtes, prendre quelques décisions. Une fois la commission mise en place, au bout de quelques temps, tout est dans le tiroir. Alors, puisqu'il n'y a pas de projet de société, on en parlera. Je vous pose la question, c'est au niveau d'abord de l'opposition. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas une volonté voulue, permettez-moi l'expression, de la majorité présidentielle, d'écarter tous les grands challengers afin de plébisciter Emmanuel Ramazani Shadari? Bien sûr. Tout cela pourquoi? Parce que quand on a les armes à peu près égales, je vous assure, les chances sont données à celui qui peut utiliser soit la ruse, soit la force, ainsi de suite. Et nous avons le même rapport parce qu'il y a un problème de crise de société. Il n'y a pas un opposant qui dit mieux que le peuple, par exemple, les 5 chantiers ou les fonds de la modernité. Ils sont tous pareils. Ils sont tous, c'est pour cela qu'on peut le court-circuiter la tête à gauche, à droite. Mais Moïse Katoum, il est en dehors du pays. On lui a dit niet. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas une arme à même de carboniser celui qui est ici. C'est là que se pose le problème. Le problème, c'est nous avons fait des investigations. Nous l'avons déjà. Il se résume en très peu de termes. Peut-être que le mois viendra où on va en parler. Merci beaucoup. On parle des invalidations des candidats. Moussangana, vous êtes journaliste. Aujourd'hui, tout le monde pouvait le voir venir. Jean-Pierre Bemba, des débats des juristes autour de la subornation des témoins. Après, finalement, c'était Atundu qui dit Jean-Pierre Bemba doit déclarer ouvertement qu'il ne va pas se représenter. Mais Jean-Pierre Bemba, la Cour constitutionnelle, dont nous savons les décisions sont irrévocables, vient de trancher. Jean-Pierre Bemba ne sera pas candidat pour les élections en cours. Est-ce qu'il reste encore un espoir pour Jean-Pierre Bemba? Écoutez, il reste un espoir même pour la société tout entière, parce que la société est en train de se rendre compte que jour après jour, le pays est dans l'abîme. Jour après jour, cette république n'est que démocratique ou des droits que de nom. Et que un effort, une conscience, un éveil, il faut un éveil pour qu'enfin on aspire à un état de droit, à un état démocratique. Vous savez, la messe avait été déjà dite. On l'avait dit, on a vu le procureur Atundu descendre dans l'arène pour dire que Jean-Pierre Bemba n'avait pas le droit de se représenter. Et après lui, il y a eu le doctrinaire Nabirungu qui a fourni les moyens de droit. Et même à la Cour, quand vous voyez ce que le procureur général de la République auprès de la Cour constitutionnelle
à réciter c'est copier-coller Nabirungu. Mais il faut dire que c'est quand même une honte pour ce pays, parce que la Cour constitutionnelle est considérée comme les remparts pour cette République. Mais déjà, est-ce qu'elle pouvait être capable de mieux? On sait comment elle a pris un arrêt pour la nomination des commissaires généraux, alors que cela ne figure nulle part dans la Constitution. On sait avec quelle alchimie juridique elle est partie à prolonger, à faire les glissements. On le sait. On sait comment cette Cour a pris des arrêts réhabilitant certains gouverneurs, et que ces arrêts-là ont été battus en brèche par des faits privés, donc notamment le PPRD ou la majorité présidentielle. Donc c'est pour vous dire quoi? C'est une Cour qui est aux ordres, et une Cour qui est aux ordres ne peut pas préserver les intérêts de la République, et ne peut préserver que les Pendant intérêts ce temps, des Jean-Pierre particuliers. Bemba qui annonce qu'il sera à Kinshasa lors de l'ouverture de la prochaine session, ça sera donc le 15, et le 15 en même temps cela coïncide avec la décision attendue par la CPI, et s'il arrivait que Jean-Pierre Bemba... Oui, mais c'est ça un peu le ridicule qui couvre notre pays, qui risque de couvrir encore davantage notre pays. Parce qu'aujourd'hui, une affaire qui est en cours, qui n'est pas encore épuisée, la Cour constitutionnelle nous a fait voir que cette affaire-là, le jugement rendu est irrévocable, on ne peut pas y revenir, alors que le 17 septembre... Même s'il est acquitté, la Cour peut revoir sa décision. Donc maintenant, et admettons que s'il est acquitté, si nous partons de ce que Kengo a dit, ancien procureur général de la République, comme quoi le principal est tombé, ça va entraîner l'accessoire. Et je pense qu'il en sera ainsi. Parce que si la soi-disant subornation de témoins avait eu une influence sur le principal, je vois que Jean-Pierre Bemba n'aurait pas été acquitté. Très bien. Et donc, étant acquitté, ça veut dire que cette subornation de témoins n'a pas eu un impact, et on va lever. Et s'il arrivait que Jean-Pierre Bemba soit acquitté encore du chef de subornation, parce que l'article 81 de la Convention de Rome dit que le juge a ces pouvoirs-là de revenir sur la culpabilité, même s'il doit se prononcer sur la peine. Très bien. Donc alors, voilà. Donc, même même s'il y avait un jugement en défaveur de Jean-Pierre Bemba, la Cour elle-même prévoit encore une voie de recours spéciale dans son article 84 qui constitue en la révision. Donc voilà, je crois que... Il y a encore un espoir pour Jean-Pierre Bemba. Donc je crois que Jean-Pierre Bemba a quitté le 17 septembre, c'est mon souhait. C'est mon souhait. Et je crois que nous serons, Jean-Pierre Bemba, comme il a dit sur RFI, qu'il va lutter absolument pour recouvrer ses droits. Donc il aura recours à la révision. Très bien. Et il a dit qu'il va utiliser les voies légales. Mais pendant ces temps, j'espère que ça se fera. Avant de parler d'autres candidats qui sont invalidés, on a suivi avec Bazaïba menacé, aller même dans le sens du boycotter ces élections si leur candidat n'arrivait pas à être retenu. Est-ce que c'est une bonne option pour les MLC quand on sait que les MLC s'est vidé en 2006 à cause de ça? Non, mais je ne crois pas que c'est ça l'intelligence qu'il y a dans la déclaration de Mme Ève Bazaïba. Vous savez, nous sommes sur un terrain politique et que même... Mais pourtant elle a dit. Et ce qui s'est fait, parce que sur le plan juridique, il n'y a aucun soubassement, et ce qui a été fait, c'est sur le plan Mais est-ce que le boycott serait une option? Je ne pense pas que Ève a dit ça. Mais si je l'ai bien suivi, il a dit que ils vont essayer ils vont mettre en place un comité de crise qui va évaluer le processus électoral, et ce n'est qu'après qu'on prendra position. Vous allez conclure l'émission. Vous avez parlé des comités de crise pendant ces temps. Antoine, comment il s'appelle? Antoine Gizenga aussi était invalidé.
Qu'est-ce qui reste du Palou? Bon, je voudrais dire d'ailleurs, sur d'autres plateaux, je l'avais déjà dit, je crois qu'il était temps qu'on laisse au patriarche Antoine Gizenga de prendre sa retraite et d'attendre quand Dieu le rappellera à lui. Parce qu'aujourd'hui, il a 82 ans. Et quand on voit... 92 ans. 92 ans, okay. Et quand on le voit, on voit que le patriarche a beaucoup donné et qu'il est fatigué. Et je crois que même les personnes qui ont osé déposer sa candidature, c'était même une insulte. On parle à ce patriarche. de son propre fils. Hein? Oui, mais je crois que c'est une insulte. On a déposé parce que Gizenga a servi de fonds de commerce, y compris dans son parti politique et d'autres forces politiques. Donc le Palou a été dribblé. Donc aujourd'hui, mais il faut dire, ça je crois que je l'ai dit dans un livre qui va sortir bientôt, que dans l'alliance PPRD ou majorité présidentielle Palou faisant, l'autorité morale de la majorité présidentielle, aujourd'hui du FCC, a pris tout le temps de liquider le Palou. Donc aujourd'hui, le Palou, c'est un parti qui n'existe que de nom, qui n'a pas d'ambition et consort. Donc voilà ce qui vient d'arriver. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est le Palou qui est disqualifié et on ne compte plus Palou comme une force politique. Pendant ce temps, Mouzito, qui aussi invalidé, est allé chercher une alliance avec la Moïse Katumbi afin d'avoir un projet de société commun. Oui, mais vous savez, les incongruités et de la Cour constitutionnelle et de la CENI ont fait que on invente quelque chose, un conflit d'intérêts, alors que on est dans un parti politique. Je peux prendre la décision des partis parce que j'y ai adhéré librement, je peux en sortir librement. Je crois que c'est ce que Mouzito a fait. Mouzito, il n'a jamais déposé sa candidature, n'a pas compéti comme membre du Palou, il a compéti comme membre Et il siège à l'Assemblée comme député national. Mais, ok, mais ça, ce sont ça ne pouvait pas invalider, ça ne pouvait pas être un motif de son invalidation. Est-ce que c'est le même cas que Chadari? On pouvait les demander. Oui, mais écoutez... Mouzito, il a le même cas que Manuel Chadari. Mais les cas Chadari, c'est la bouillabaisse, ça il faut le dire. Parce qu'on sait que Chadari est le secrétaire permanent d'un grand parti dans ce pays. Et il se présente comme indépendant. Et il se présente comme indépendant. Donc vous imaginez ça. Donc ça veut dire quoi? Et puis il faut dire que ce même parti-là, PPRD, c'est un parti qui est en train de fonctionner même illégalement. Pourquoi? Parce que le PPRD, au cours au mois de juillet, le PPRD a revisité ses statuts pour faire de l'initiateur du parti, président du parti, qui se trouve en incompatibilité avec la loi. Très bien. Alors maintenant, c'est ainsi que même Chadari, en tant que secrétaire général et secrétaire permanent, il n'a jamais eu un acte formel le désignant, parce qu'il doit être désigné, lui et ses adjoints, par le président du parti, qui est en incompatibilité avec la loi. Et même tous les cadres du PPRD n'ont jamais été élus. Et même alors, je pense qu'on devait même invalider le candidat député provinciaux et nationaux PPRD, parce qu'ils ont été entérinés par quelqu'un qui n'a pas qualité. Selon les statuts du PPRD, c'est le secrétaire permanent qui le fait. Mais ce secrétaire permanent, je viens de le dire. Candidat indépendant. Non, il n'a pas un acte formel le nommant. Je mets quiconque à défi de donner un acte formel. Nommant le secrétaire permanent du PPRD. Non, écoute, on va terminer ça, ce n'est pas quelque chose de confidentiel. C'est pas quelque chose de confidentiel. Oui, je mets parce que les statuts du PPRD sont sur la place publique, sur le net, on peut le visiter. Voilà, donc, madame, monsieur, vous suivez. Donc voilà un peu. On va terminer avec notre ami Soleil Kaya, vous allez terminer avec l'émission. Est-ce qu'on peut espérer à une candidature unique de l'opposition? Portée par qui? Si oui, ça sera porté par qui? Il n'y a pas d'espoir de toute façon. Très bien. Je ne suis pas rassuré que réellement ils arriveraient à
la mettre sur la même longueur d'onde. Vital Kamerhe ne va pas porter la candidature commune de l'opposition? On n'est pas parler de petites individualités. Très bien. Au sein de toute l'opposition. Je ne les trouve Alors pas. qu'est-ce qui divise l'opposition à l'heure actuelle, d'après vous? C'est un problème de projet de société. Alors voilà, quel est le projet de société idéal? Parlons-en. Merci beaucoup. On veut des sociétés qui puissent mettre tout le monde d'accord, servir de la case ou l'église au milieu du village. Allez-y. Et l'opposition et la majorité, ça doit être cette violence qu'on doit se faire dans notre conscience. C'est-à-dire pourquoi on doit aller renégocier la réconciliation avec les Occidentaux. Tous les Congolais de la race blanche qui étaient au Congo avant 60. Ça, c'est une manière de... C'était des Congolais. La néocolonisation. Vous prenez la colonisation. Certainement, nous sommes suffisamment édifiés pour justifier pourquoi. L'article 10 de la Constitution aujourd'hui congolaise exclut politiquement ces gens-là. On dit, je m'excuse beaucoup, je n'ai pas la Constitution, on ne peut la lire. Mais vous avez la coiffure de Lumumba. Lumumba était celui qui a combattu le colonialisme. Lorsque vous évoquez les idées contraires à Lumumba, vous ne vous sentez pas interpellé? J'ai beaucoup d'estime envers Lumumba. Lumumba, si on lui avait laissé le temps de vivre encore, certainement il serait ravisé le plus tôt que possible. Nous devons, aujourd'hui, nous tenons cette expérience, 60 ans après, auprès de Mandela. Mandela, quand il a arraché l'indépendance, il n'a pas chassé les... Très bien, alors revenons à l'actualité, parce que ce magazine parle de l'actualité, traite des questions d'actualité. Quel est le projet de société idéal que peut porter le candidat de l'opposition? Que soit l'opposition ou la majorité, ils sont appelés d'un côté comme de l'autre, c'est lui qui négocierait le retour des Occidentaux. Ce sera la solution à tous les problèmes. C'est-à-dire l'électricité, l'eau... Le retour des Occidentaux, c'est-à-dire c'est qu'on doit rappeler tous nos frères de la race blanche, comme les Sud-Africains blancs aujourd'hui qui sont là-bas. On doit revenir pour nous passer. Ils avaient 54 ans, 53 ans après l'indépendance. 58 ans après l'indépendance, on doit rappeler. Ce que vous dites, très bien. Mais prenons l'exemple des Stupis qui causent problème à Moïse Katumbi qui est au-delà des frontières. Même Mouyambou qui est en prison. Stupis, c'est un rejeton de dépit. Ces gens-là qui réclament madame, monsieur. Rien n'est impossible. C'est dire que la question que vous posez, c'est difficile, mais ce n'est pas impossible. Madame, monsieur, l'émission est presque terminée. Vous allez clôturer. Est-ce qu'on peut espérer aujourd'hui à une candidature commune de l'opposition ou à un projet commun de l'opposition? Oui. Parce que la majorité est déjà organisée. On sait que Emmanuel Ramazani Shadari représente le FCC et le PPRD, bien qu'il soit candidat indépendant. Mais il y a beaucoup plus d'inquiétude au niveau de l'opposition. Oui. Mais Ramazani est derrière quel projet de société qui va supplanter le projet de son père qui a fait de lui dauphin? Donc voilà, c'est ça tout le problème. Il y a bien sûr tout le monde réuni autour de Ramazani Shadari, mais pour quel projet? On voudrait voir bien. C'est que Ramazani va nous montrer. Si il nous montre quelque chose au-delà de ce que le père a fait, c'est-à-dire qu'il confirme que son père n'a rien fait. Très bien. Voilà. Alors, bon, oui, j'ai confiance que l'opposition va évoluer vers une candidature commune. Pourquoi? Parce que je crois qu'il faut d'abord laisser, nous avons encore du temps, jusqu'au décembre, il faut laisser un peu les gens avancer, dans un mois, dans 2 mois. Je crois que les gens, parmi même ceux qui sont validés, et parmi aussi ceux qui veulent recouvrer leurs droits comme Bemba, il y a des gens qui vont se détacher par rapport au peloton et ils vont incarner peut-être cet espoir. Mais il faudrait aussi savoir que nos élections ont une composante sociologique un peu spécifique, dans ce sens qu'il y a une composante ethno-tribale qui est très prononcée. C'est-à-dire que cela fait que depuis 60 jusqu'à aujourd'hui, il n'y a aucun parti politique qui a gagné les élections. Pourquoi? C'est à cause de cette situation. Donc je crois bien que quand, je l'ai dit dans mon livre qui va sortir, quand on regarde la cartographie électorale en 2006 et en 2011, on voit bien comment le Congo est dessiné politiquement. Et cela va faire que les gens voudront passer par les alliances de telle manière à devoir drainer le voix qui pourrait représenter. Donc je suis sûr que l'opposition finira par une candidature commune. Félix Tshisekedi? Je ne sais pas, je ne suis pas... mais il y a bien sûr peut-être beaucoup
de critères qui vont jouer, la popularité... Non, il ne reste que Félix Tshisekedi, il ne reste que Martin Fayoulou du côté de l'opposition, et il ne reste que Touboulou. Oui, mais n'oubliez pas, c'est comme je l'ai dit, il y a aussi les gens, bien qu'écartés de la manière que vous avez constaté, qui sont tapis dans l'ombre, qui peuvent revenir. Très bien. Parce que d'ici le 17 septembre, peut-être que les choses peuvent changer. Merci beaucoup. C'était Moussangana, le prénom. Moïse Moussangana, DG CKTV, éditeur Nouvel Élan, mais aussi ancien du journal Le Potentiel. Je lisais souvent vos éditos. Et auteur de ce livre, Qu'est-ce que la machine a voté? Qu'est-ce que le vote électronique? Commission électorale nationale indépendante. Un choix hypothétique. Et non rassurant. Hypothétique et non rassurant. C'était un plaisir de vous avoir sur ce plateau. De l'autre côté, c'était Soleil Kaya Esso, éditeur du journal Okapi News. Merci en tout cas d'avoir répondu à notre invitation. C'est à moi de vous remercier. Mais j'exprime toute ma compassion envers Soleil. J'ai le vu il y a un peu longtemps et je suis navré de les rencontrer aujourd'hui dans la situation qui est la sienne. Je crois que cela nous pousse, nous les journalistes, à nous organiser de telle manière à mettre sur pied une certaine mutuelle pour essayer de prendre en charge, de nous prendre en charge. Merci beaucoup. Maurice Gigandou, Maurice Giloukoki aussi, pourquoi pas. Alain Bolikango était derrière la baie vitrée pour la réalisation. Cette émission est terminée. Vous pourrez suivre cette émission en rediffusion demain jeudi à partir de 11h et la semaine prochaine avec le même plaisir. Au revoir. On va se saluer.